Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI und dem Moi. Hallo et bienvenue dans un nouveau épisode de notre podcast Minette Mashup. Je suis accompagné cette fois-ci par Marike du Musée Fundorabes, Moyen. Moyen Yann. Et par Delphine du CNCI, Moyen. Bonjour Yann. Hashtag Minette Mashup, si vous avez envie de nous suivre dans les réseaux sociaux et dites à tous ceux que vous connaissez qu'on est présent là et qu'on trouve notre podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous les abonnez, ben voilà, vous n'allez plus jamais rater un seul épisode du Minette Mashup. Grand temps maintenant de vous présenter l'invité de ce mois. Il s'agit de Raffaella Campobasso, la directrice, la chargée de direction. Je reste correct, je crois. Du musée des mines à Rumelange. Bonjour Raffaella. Bonjour à tout le monde. Hello. Raffaella, tu es la chargée de direction du Musée national des mines de fer de Rumelange, comme il s'appelle avec son nom entier, de Mine-Musée, depuis 5 ans déjà. Et donc, on arrive immédiatement au lieu d'enregistrement de cet épisode du podcast. Location for moment. On se trouve à 10 degrés, un taux d'humidité de 80%, je dirais, j'estime, à l'intérieur de la mine Wallert, dans la galerie accessible au public qui visite le musée des mines. On est ici placé dans une cave un peu plus grande, je dirais. On vient d'accéder par une galerie, mais ici on est à un croisement. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu où on se situe exactement dans la mine. Oui, alors on est à peu près à 100 mètres de l'entrée de la mine. Normalement, c'est un emplacement qu'on utilise pour des apéros, des agapes, tout de suite après la visite. On se trouve sous terre de 70 mètres, donc c'est pas vraiment comme les mines de charbon aussi profond. Comme tu as bien dit, on est à peu près entre 10 et 12 degrés. On le ressent un petit peu, surtout pour l'humidité, c'est ça. Et voilà, c'est un emplacement de croisement entre la visite qui rentre et le groupe en même temps qui va sortir. Donc, c'est juste au milieu de la visite. Et notre visite, normalement, je peux déjà commencer à démarrer. Nos visites durent plus ou moins 2 heures. Donc, on se retrouve au milieu de la visite, voilà, vers 1 heure de la visite. Et on est en tournée de photos que figurent les mineurs de l'époque pendant leur casse-croûte autour des autres ouvriers et collègues. Est-ce qu'il y avait des places définies pour le casse-croûte dans le temps La casse-croûte, normalement, était près du pourrion, de la chambre du pourrion. En fait, le pourrion, c'est le chef mineur du groupe. C'était normalement à l'entrée, à peu près 50 mètres de l'entrée de la mine, parce qu'il devait avoir la liaison et la connexion entre l'entrée, tout ce qui c'était au fond, donc les mineurs, et aussi l'extérieur. Donc la direction, les ingénieurs. Et tout le monde laissait là leurs bouteilles. Plutôt, c'était des bouteilles en fer, en acier. Et la casse-croûte, on la faisait chauffer dans des petites boîtes en choix ou... Voilà, on en faisait réchauffer avec de l'alcool parce qu'on n'avait pas le moyen, bien sûr, à l'époque. Et on mangeait en mode convivial. C'était toujours pendant la longue journée dans la mine. Avant, c'était plus que 10 heures dans la mine. Et après, certains moments, dans les années 30, on est passé à 8 heures de travail. Mais c'était quand même une longue journée. Et la plupart des mineurs, ils rentraient tôt le matin et sortaient tard. Et quand il sortait, il allait direct au café, la plupart du temps. Et puis, il ne voyait pas le soleil. Hein. Voilà, tout à fait. C'est un peu ça quand on travaille sous terre. À propos sous terre, vous vous sentez comment, Delphine, Marike ? C'est un peu humide, mais ça va.
ça va, on se sent quand même bien. Il y a de la lumière. Donc, on est comme pas complètement dans l'obscurité par rapport aux conditions et de j'imagine l'époque. qu'à l'époque, oui, il n'y avait pas de lumière. Ils avaient leur petite lampe. Oui, avant, c'était lampe à huile qui produisait de la fumée. Donc, c'était aussi très dangereux. Et ensuite, il est arrivé la lampe à carbure qui c'était plus lumineuse, plus forte. Donc, dans des conditions de travail, soi-disant, meilleures. Mais ce n'était pas évident, sans doute. Ouais. Raphaël, j'aimerais un peu parler aussi du musée en tant que tel. Vous avez fêté vos 50 ans l'année dernière, donc je suppose que vous êtes une institution culturelle bien rodée, bien mise en place, où chacun sait ce qu'il doit faire. On essaye, on fait de notre mieux. Comme tu as bien dit tout au départ, moi je suis ici depuis 2019 et je venais juste de commencer quelques mois avant le Covid. Je dois dire que c'était pas évident. Je pense que tout le monde est passé dans cette phase. Mais nous, on a gardé le coup grâce aussi au soutien de la commune de la ville de Romelange et aussi du ministère de l'économie, direction tourisme. On est à 7, entre 4 de l'administration employée et 3 du service technique. Le service technique, c'est très important ici parce qu'il essaye de faire très attention à tout ce qui est maintenance et entretien de la mine, extérieure et intérieure. Parce que, voilà, là, je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réseau. Donc, n'inquiétez pas pour votre téléphone. Oui, ça, c'est vrai. Mais nous, quand même, on a un réseau interne de Wi-Fi dont les guides qui sont dans la mine, ils peuvent rejoindre l'extérieur s'il y a des cas d'urgence. Voilà, exactement, d'accidents, c'est jamais, ou même si les gens ils veulent sortir parce qu'ils ont froid. Donc vous êtes à 7, mais 7. Je suppose à ce nombre s'ajoute encore pas mal de guides bénévoles, non? Alors, les guides ne sont pas des bénévoles, sont des freelances. Donc, ils reçoivent leur indemnité, comme c'est correct, vu qu'ils sont appelés avec un calendrier bien cadré pendant la saison, parce que comme un petit peu le monde culturel, on a notre haute saison et basse saison. On a 17 plus 3 conducteurs train. Parce que... Ah oui, quand on fait la visite en tant que touriste, on est conduit avec un train dans la mine, c'est ça? Exactement, oui. Et il y a les conducteurs train qui ramènent les visiteurs, maximum 31 visiteurs dans la mine. On a 2 wagons. En 2017, on a acheté ce train électrique. Avant, c'était pas du tout électrique, c'était un diesel qui est tombé en panne assez souvent. Donc, on a eu la chance. Maintenant, tout c'est électrique, donc ça marche bien avec, on le charge, les batteries, c'est top. Et on assure, voilà, un passage assez fréquent des visiteurs. C'est un total plus ou moins de 20 minutes de la conduite du train. Si on regarde un peu les gens qui viennent vous visiter, donc je suppose que les mois à pleine charge, vous êtes ouvert aussi quasiment toutes les journées, c'est vraiment les mois d'été. D'où viennent vos visiteurs? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le recensez? Oui, parce que on fait des statistiques sur base du ticket. Et je dois dire aussi grâce aux étudiants que nous rejoignent pendant la saison entre juin et août. On fait une sorte de questionnaire, si on a le moyen. Et après, fin d'année, on fait notre balance pour regarder au niveau de pourcentage qui on a eu plus. On a pas mal de luxembourgeois, même si les gens pourront dire « Ah, mais le musée est toujours le même ». Oui et non. Le guide change et pas toujours le même. Chaque guide donne sa façon son savoir-faire tout d'abord et sa façon d'expliquer la visite et les détails, les anecdotes. Chacun il le dit à sa manière, hein, amusant, pas amusant. En plus, on a différentes visites et on a ajouté des autres visites spéciales ou visites digitales. Donc, on essaie de présenter une panoplie différente d'activités, primo. Et ensuite, à part les luxembourgeois, on a aussi beaucoup de Français, de Belges, Allemands. On essaye d'attirer pas mal d'Allemands. On a percé surtout et ciblé une publicité très précise côté Trier et
et Saarbrücken. Et surtout la période juillet-août, on a un haut pourcentage de néerlandais. On a si proche un camping à Esch, qui est toujours plein de néerlandais. Pourtant, on n'a pas de guide qui parle néerlandais, mais on a des audio-guides. On a des audio-guides en néerlandais, donc au moins ils se réjouissent pour comprendre un petit peu dans leur langue. C'est tout à fait compréhensible. On est voisins, on est pays voisins. Donc si tu veux, tu peux bien passer l'appel à des freelances potentiels qui savent parler le néerlandais de vous rejoindre. Tout à fait. On sera très contents, franchement. En plus, on a toujours plein de visites. On n'a pas encore reçu de demandes pour groupe néerlandais, mais ça n'empêche pas, voilà, qu'ils pourront y arriver. Alors, Raphaëla, on va revenir un petit peu sur l'histoire du musée et de la mine, étroitement liée. Donc déjà, l'histoire de la ville de Rumelange, qui est quand même étroitement liée à l'extraction du minerai de fer. Ici, donc, nous sommes dans, si je ne me trompe pas, dans la mine Valert. C'est bien ça ? Oui. Voilà. Oui. Donc là, les dates d'exploitation, ça a commencé à peu près quand ? Ça a commencé à peu près 1860. Après, il y a eu des phases par rapport à l'exploitation du minerai, jusqu'à arriver dans la phase des premières années 1900. Et ensuite, il y a eu un pic, vu que le Luxembourg est très, très fort dans l'exploitation du minerai de fer, et si suite avec le chemin de fer. En fait, le Luxembourg était le 6e producteur du minerai de fer dans les années, si je ne dis pas de bêtises, c'était les années 30. Oui, entre deux guerres. Les années 20, oui, 1913, avant les années 20. Ouais. Donc, l'époque-là, 1860-70, on avait déjà plus ou moins 80 mines ici au Luxembourg. Après, bien sûr, il y avait certains plus petits. Par exemple, la mine Valert était petite. Elle n'était pas si grande. La plus grande, c'est à Tillenberg. Oui. Voilà. Et ensuite, par rapport à la production du minerai de fer, ils ont plus exploité. Et il est arrivé un moment après le pic, une chute due à la guerre, due à la crise aussi économique tout d'abord de 1929. Et après, ils sont arrivés dans les années 50, les machines. Et comme tout le monde sait, les machines, ils ont remplacé le travail des mineurs. Donc, on avait besoin juste d'un maquiniste qui était là et pouvait manœuvrer la machine. On a des machines de l'autre côté. Et donc, dans un chantier, si on avait 5-6, on se réduisait à 1, 2. Ça suffit. Et après aussi, le minerai de fer, ça devenait trop cher au Luxembourg. Alors, on a importé de l'extérieur parce que c'était moins cher. Et entre-temps, les mines moins rentables, ils ont fermé. Cette mine était fermée en 1963. Donc cette mine de fer était la plus connue de Rumelange. C'est celle qui a employé le plus de mineurs sur Rumelange. On parle de en total 70 plus ou moins ouvriers. Oui, si on parle de Rumelange, du sud-sud, c'était la plus connue, mais on parle aussi de la mine d'Oudelange. À Differdange, c'était la plus grande, la plus connue. Rumelange, comme j'ai dit, on avait, oui, pas mal d'ouvriers, mais pas autant comme ailleurs. Tout le monde pense qu'on a eu pas mal aussi de morts. Ils ont fait des statistiques et si on parle au Luxembourg entre 1864 et 1981, on a eu 1005 un peu approximatifs de morts. Au Luxembourg. Oui. Et ici ? Ici, très peu. Il n'y a pas de statistiques vraies parce qu'après, rechercher dans les archives, c'est pas si évident. De temps en temps, il n'y avait pas des dates, des données vraiment écrites noir sur blanc. Il y a des gens qui passent et me disent « Ah, mais mon arrière-grand-père, il a travaillé ici. Est-ce qu'on peut le retrouver ?» C'est pas si simple que ça. Ok. Après, il y a un monsieur très connu qui est mort ici. Qui a travaillé ici et qui est mort ici. Oui, le député maire Jean-Pierre Bosch qui est... Exactement, Jean-Pierre Bosch. Lui, il est mort en 1935. Il venait, c'était juste quelques jours après son discours de député à la Chambre de métiers à Rumelange.
Et c'était assez jeune. Et il combattait pour aider les droits des ouvriers et encore plus des mineurs dans la mine. D'abord, il était bourgmestre, et après, il est devenu député. Et on a une statue aussi, une sculpture en haut dans notre musée exposition fixe. Oui, on est passé tout à l'heure devant. Impressionnante cette statue. Il faut se rappeler que les gens sont rentrés dans la mine en tant qu'ouvriers et mineurs à l'âge de 16 ans. Ensuite, il y a eu les aides par tout ce que c'était aide du travailleur. C'était dans les années 1936, mais ce n'était pas si évident. Il n'y avait pas autant d'assurance. Oui, on reviendra tout à l'heure sur les conditions de travail des mineurs. Du coup, ici, la mine, elle a fermé. L'exploitation s'est terminée dans les années 1960. 63, la mine a carrément fermé les portes et le musée était ouvert 10 ans après, 1973. Ah oui. Sur l'initiative de qui? C'était d'anciens mineurs qui travaillaient ici qui ont ouvert le musée? Oui, tout à fait. C'était des anciens mineurs et il n'existait pas vraiment un conseil d'administration à l'époque. C'était juste pour un passage d'informations historiens et du patrimoine industriel aussi pour le reporter à les petits enfants et à la nouvelle génération. C'est beau, je trouve, parce que ça montre que les hommes, les personnes qui ont travaillé ici, quand tout a fermé, voilà, c'était aussi un grand chamboulement et c'était pas toujours évident aussi de se trouver, de trouver la nouvelle vie ou parce que c'était quand même le quotidien. Oui, c'était rude, mais ils étaient quand même attachés à leur lieu de travail. Oui, exactement, parce que c'était comme à l'époque, la femme restait à la maison pour les enfants et le mineur est rentré. Il rentrait le matin et sortait le soir. Donc, c'était une vie assez compliquée. Okay, mais au début, il y avait vraiment aussi des enfants qui travaillaient dans les mines au 19e siècle. Oui, mais parce qu'ils étaient tout petits, ils arrivaient à rentrer dans les petits chantiers. C'était pas si évident, vraiment creuser. D'abord, faire de l'explosif, tirer la poudre noire et après faire le pilier, donc créer des chandelles pour éviter qu'il y avait un effondrement du sol et aussi du toit. Donc il fallait un petit peu rentrer dans les petits tunnels et là c'était les enfants qui pouvaient le faire, pas encore les chevaux. Oui, ensuite dire, après il y a eu les Perdsjungen, ils appelaient ça. Oui, tout à fait. On voit aussi quand on rentre ici. Mais le travail en main, c'était fait par les enfants, les hommes, les petites, qui ils prenaient carrément les gros blocs ou les petits blocs et les mettaient dans les wagonnets qui pouvaient arriver même à 3 tonnes, les poussaient. Vers la gare, il y avait une partie centrale de la mine où ils se rassemblaient 2-3 wagonnets et ensuite il y avait les pères, les chevaux qu'ils poussaient jusqu'à la sortie. Ils ont interdit le travail d'enfant à un moment quand même. C'était dans quelle année? Oui, c'était déjà, alors les ouvriers rentraient au travail à partir de 16 ans en 1876. Après, ils ont eu toutes les assurances, ils ont bénéficié de pas mal d'assurances et c'était début 1910-1916. Donc là, ici, nous sommes dans la mine, donc ça fait partie du musée, mais le musée, il n'y a pas que la mine, il y a autre chose aussi. Il y a toute une collection, il y a des documents, des archives, il y a aussi les outils, les machines. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le musée dans sa globalité, du coup? Oui. Alors, il y a la mine, comme tu dis, avec ses activités dans la mine. On a aussi le bâtiment extérieur, on dit exposition fixe. C'est en fait quand les gens ils viennent, les visiteurs, et ils arrivent à l'accueil. Il faut savoir aussi que c'est un nouveau accueil parce que avant il y avait un accueil tout petit, aussi le bâtiment en soi-même. Et après, on a laissé l'exposition fixe qui était refaite complètement en 2017 avec livres, images, photos, outils que, je ne sais pas, qui viennent dans certaines générations et familles qu'ils ont donné
comme un don vraiment au musée. Et nous, on a décidé de l'exposer dans les vitrines. Donc c'est là, on l'a laissé tel comme ils étaient en 2017. Et on a refait en 2000, les travaux ils ont commencé en 2019, fin 2019. Ils sont clôturés en 2021, donc tout de suite après un petit peu le Covid. Et on a fait l'ouverture officielle début saison, on dirait vers juin 2021. Et donc, accueil et aussi salle polyvalente qui est juste derrière l'exposition fixe était élargie et plus grand. Et là, maintenant, on peut offrir aussi des réunions, meetings, colloques dans la salle polyvalente. Et il y a aussi certains anniversaires liés aux visites interactives que les classes ou des familles ils font ici dans la mine. Ils peuvent profiter aussi de la salle polyvalente. Et après, il y a la mine à ciel ouvert. Donc, toutes les machines que vous voyez à l'extérieur sont à peu près une dizaine au moins. Ils partent vraiment de Simalux, où il y a la montée. Il y a déjà 2 grands locomotives. Et si vous descendez, vous voyez près du skate à piste. Il y a une autre. On passe le gîte. Et puis... Exactement. Et après, on a vu que dès qu'on s'approche plus au bâtiment administratif, le machine shop, il y en a déjà au moins 4. Et près du musée, de l'accueil, il y en a encore 2, 3. Oui. Et derrière la salle polyvalente, c'est en fait la carrière. On aimerait bien faire un aménagement comme il faut parce qu'il y a des grosses machines. Un des plus grands s'appelle Lima. Certains étaient des Caterpillar, donc vraiment qu'ils étaient utilisés dans les années 80 dans la mine. Il faut savoir, pas dans cette mine parce que cette mine était trop petite. Oui. Et donc, il vient des autres mines et placé ici, vu que le paysage le permettait. Et ils sont restaurés grâce à notre Seagull qui nous aide avec la restauration parce que de temps en temps, c'est la question de la mine, ils sont encore plus rouillés à cause de l'humidité, mais aussi la situation extérieure avec le temps. Donc il faut essayer de les garder à certains. Exactement. Ouais. Je propose qu'on revienne sur un personnage qu'on vient déjà de croiser lors de notre entretien. Oui, Jean-Pierre Bosch. Oui, et puis revenir un petit peu, comme tu avais commencé tout à l'heure à parler des conditions de travail des mineurs, le quotidien du mineur. Et donc, oui, effectivement, on a vu tout à l'heure la grande statue de Jean-Pierre Bosch, qui était donc mineur, maire de Rumblanche et député, et qui a eu une fin tragique, donc ici, dans la mine, dans cette mine. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces combats pour ses camarades ouvriers? Oui, alors la situation n'était pas évidente pour les mineurs déjà dès que la mine était ouverte dans les années 1870. Et en plus, les ouvriers, comme je disais tout à l'heure, ils rentraient au travail déjà à l'âge de 16 ans. Les conditions, c'était inimaginable. Pas de casque. Oui. Il y avait des casquettes, mais pas de casque effectif comme nous on l'a maintenant. 1950, je crois, le casque qui est arrivé. Hein, donc, oui, tout à fait. Incroyable. Et après, j'avais dit tout à l'heure aussi la lumière. Il y avait la lampe à huile qui était très dangereuse. Après, on est passé à lampe à carbure, mais de toute façon, l'éclairage est très limité. Les conditions des humains, parce qu'ils n'étaient pas si couverts. Il n'avait pas des habits comme il fallait. Tout d'abord, il devait bouger assez. Donc, c'était une question de transpiration et il devait alors se retrouver en manche courte ou en short avec non plus des bottes comme il fallait. Donc, c'était des chaussures de ville qu'il utilisait à l'extérieur et les ramenait à l'intérieur. Donc, c'était des conditions inimaginables et très compliquées. Et voilà, ils ramenaient leur petite casse-croûte de l'extérieur à l'intérieur. Et en plus, ils sortaient très tard. Et il pouvait non plus profiter de sa famille juste le week-end. Il faut se rappeler qu'eux, ils travaillaient
6 jours sur 7. Oui, il y avait Samedi, pas encore le voilà. week-end. Il n'y avait que le dimanche. Hein. Il n'y avait que le dimanche, éventuellement la messe. Et après, ils sont en train... On a un groupe. Oui, une visite en direct. On a une visite en direct. Et donc, les conditions étaient très, très compliquées. Jean-Pierre Bausch, d'abord comme maire, Oui. dans les années 29, 25, oui, voilà. Il a été élu, oui. Et après, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moyenne. Il y a une classe mineure qui... Voilà, un clan visite guidée, une petite visite guidée qui nous croise ici. Et ensuite, il a renoncé à son poste de maire après un certain temps. Et dans les années 30, il est devenu député. Oui. Et il luttait fort pour améliorer les conditions du mineur, mais des ouvriers déjà en général, parce que c'était dishumain. Et malheureusement, il a vu sa mort en 1935, juste pas si loin d'ici. En fait, c'est une partie de la galerie pas tout à fait exploitée et visitable pour les groupes. Il y a eu un éboulement du toit et c'est impressionnant parce que lui, il avait fait son discours à la Chambre. Une semaine avant. Oui. Et quelques jours après, il y a eu l'accident. Dans ce discours, il réclamait de meilleures conditions de travail. Tout à fait, oui, tout à fait. Et après, il y a eu 1936, donc ça veut dire sa mort n'était pas pour rien. Oui, il n'était pas vaine. Oui, en 1936, il y a eu les conventions collectives pour les mineurs. Oui, donc ça a apporté déjà une petite protection. L'horaire de travail était réduit à 8 heures. Et voilà, plus d'assurance de toutes sortes. Ils devaient même payer, les minorités et des sortes de faux indépendants aussi. Ils devaient payer leur propre protection. Même le bois. Pour éviter l'éboulement, exactement. Ils n'étaient pas payés pour le faire, pour installer les soutènements de toit. Ils n'étaient pas payés pour le faire. Oui, tout à fait. Et il essayait de dépenser au plus, en fait, quand il y avait des explosifs. L'explosion dans certains chantiers, il essayait de récupérer les chandelles, le bois. Il le reprenait pour le réutiliser et il devait aussi éviter comme vous avez dit, économiser au plus, comme la poudre noire. C'était eux qui devaient la payer. Parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La seule chose que c'était mise à disposition par le propriétaire, c'était le wagonnet et le chemin de fer. Et basta. Et le reste, c'était tout ça aux ouvriers. Et en plus, ils étaient payés sur la quantité qu'ils sortaient de la mine. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'était sur la quantité, comme on peut imaginer, pas sur la qualité. Au minerai chargé et manuellement, puisque ce n'était pas mécanisé, donc jusqu'au bout, c'était un travail manuel. Jusqu'aux années 40, c'était avec la main. Oui, après, il est arrivé l'air comprimé, les années 20, mais c'était juste les petits outils. C'était pas les grosses machines. Les grosses machines, ils sont arrivées dans les années 50. Jean-Pierre Bausch, il a fait beaucoup, mais je suis de l'idée que jusqu'à quand les mines sont fermées, la situation, ça n'a pas amélioré. Oui. En soi... Ça restait un labeur... Oui, c'était un sacré travail que je pense que la nouvelle génération et nous-mêmes, on devrait réfléchir à ça. Raphaël, j'en profite parce qu'on parle beaucoup des conditions de travail de ces mineurs. Dans notre petit musée Ferrum à Cailletétange, on explore aussi le rôle du mineur et surtout aussi le mouvement ouvrier. Et dans le musée Ferrum, on montre par exemple les chaussures qui étaient produites pour les mineurs dans la Schunk-Fabrik juste à côté. Il y a la lampe à carbure de Pierre Schiltz qui est juste derrière. Et quand on fait les visites, il y a aussi beaucoup d'enfants où on fait des ateliers pour les enfants. On les guide évidemment aussi vers le musée des mines parce qu'ils se complètent vraiment très bien. Je trouve ça très chouette maintenant de pouvoir
de pouvoir transmettre ça à une autre génération et qu'ils peuvent ici vraiment rentrer dans la mine et jouer le mineur et après peut-être passer au musée Ferrum et voir toutes les petites industries qui se sont développées autour, voilà, à Tétange et à Kehl. Il y avait le Massard, ils ont construit les bogies, les wagonnets. Donc je profite pour mentionner notre petit musée Ferrum qui complète très bien le musée des mines. Merci en tout cas pour le partage parce que c'est très important, à part la collaboration, mais vraiment donner une idée aux visiteurs du travail complète de A à Z. Qu'est-ce que faisait le mineur. C'est vrai qu'ici au musée, on n'a plus les douches, on n'a plus les vestiaires. Mais il y a, pas si loin d'ici, à la mine de Coqueril et à la Gronne, il y a la salle des pendus. En fait, le machine échappe, le bâtiment dont il y a l'administration actuelle, c'était une sorte de vestiaire. Ah oui. C'était juste qu'après, avec la modernisation, on dirait comme ça, ils n'ont pas gardé. Non, malheureusement, ils n'ont pas gardé. Donc, c'est dommage. Oui, mais pour cela, on peut très bien se rendre à la mine Coqueril, voilà, exactement. Qui présente quand même encore un carreau minier complet. Tout à fait. Comme ça, on fait un bon partage. Oui, exactement. Et puis c'est un réseau qui fonctionne. Pour les enfants et aussi les adultes, bien sûr, c'est quand même la richesse du pays. Elle vient d'ici. Et c'est important de partager ça avec la nouvelle génération. Et garder les traditions. Parce comme que la Sainte-Barbe et la messe ici à l'intérieur. Voilà, le 4 décembre, on arrive à presque 100 personnes, ou de temps en temps même plus, parce que c'est un cadre spécial, c'est la messe. La première messe a été faite en 1990, ici. Et après, chacun, ils n'ont pas manqué de célébrer la messe à la Sainte-Barbe, qui c'est la patronne de tous les gens qui manipulent le feu. Question. Raphaëla, peux-tu nous donner un aperçu de ta journée de travail un peu? Parce que là, on parle voilà. On parle des hommes, mais maintenant, voilà. Parle-nous aussi de toi. Tu es venue au Luxembourg il y a plus ou moins 10 ans, d'un très joli coin de l'Italie. Tu as étudié l'histoire de l'art. Voilà, raconte-nous un peu ton parcours, si tu veux. Oui, avec plaisir, merci. Comme tu as bien dit, je suis arrivée ici exactement en juillet 2015. J'avais terminé un master en muséologie, histoire de l'art. Et après, ça prévoyait un study tour à Amsterdam. Alors, je me suis dit, vu que j'avais un ami ici, toujours de mon coin d'Italie, je dis pas, je vais visiter le Luxembourg. Parce qu'il faut dire qu'en Italie, ils n'ont pas une idée claire, c'est où le Luxembourg déjà. Tout le monde pense le Benelux. Oui, Bruxelles, dans le coin là. Non, pas du tout. Alors je dis, ça va, je vais y aller. Et là, c'est pas loin d'Amsterdam. Voilà, c'est pas loin d'Amsterdam. Et j'ai décidé de rester. J'ai trouvé mon premier stage. Et ensuite, c'était vraiment un hasard trouver ce milieu déjà de travail parce que le mien, c'est, on dirait histoire de l'art, déjà, c'est une niche. Oui. C'est pas si évident trouver un travail dans le milieu-là. Donc, j'ai vraiment la chance, je suis très contente d'être ici. Et je viens dans un parcours un peu, voilà, je suis arrivée, comme j'ai dit, j'ai fait un stage à la Chambre de commerce italo-luxembourgeoise. Après, j'ai travaillé aussi avec les enfants, donc ça m'a donné une idée de tous les projets qu'on pourrait envisager avec des enfants aussi dans un cadre comme ça. Et ensuite, je suis arrivée ici au musée. Je remplaçais d'abord un congé de maternité et après, je suis restée. Eux, je pense qu'ils voulaient juste une période temporaire. Et après... Little did they know. Oui. Voilà, et ça, c'est mon parcours. Concernant ma journée de travail, c'est très varié et ça change par rapport à la journée en soi-même parce que déjà, en tant que chargée de direction, moi, je voudrais être un peu partout. Ça veut dire, de temps en temps, je vais voir le service technique, qu'est-ce qu'il fait.
C'est aussi mon poste pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière leur travail et le travail aussi de l'administration. J'ai un contact très important avec le conseil d'administration, qui sont des bénévoles, c'est là. Mais à part là, il faut que moi, je fais en tant que médiatrice. Oui, tu fais le lien. Exactement. Je dois reporter comment ça se passe ici, les statistiques, combien de visiteurs. S'il y a des problèmes dans le conseil, il doit être contacté et lui transmettre aussi des informations, comme les futurs événements, les engagements avec des autres partenaires. Et en plus, je suis aussi à l'accueil. Donc, pour moi, c'est très important avoir un contact avec les visiteurs. Le contact direct, oui. Exactement, parce que je peux communiquer avec eux. La communication, c'est très important. Avoir un feedback de l'autre côté pour des changements, améliorations, et aussi faire un point avec mes collègues. S'il y a quelque chose à modifier, moi, je le vois avec mes yeux quand je suis à l'accueil. Donc, si le mois est fait de 4 week-ends, on se partage les week-ends, et moi, je vais être là. Pour moi, c'est très important. C'est pas que je suis chargée de direction, alors on ne doit pas... Je crois qu'il faut avoir cet esprit dans une équipe si petite. 7 personnes, c'est vraiment... Tout à fait, oui. Il faut s'aider l'un et l'autre. L'un et l'autre. Oui, je suis d'accord. Hein. Et encore plus qu'on n'est pas beaucoup. Donc, la communication tout d'abord. Et s'il y a quelque chose qui échappe, tout à fait possible et compréhensible, alors encore mieux que moi, je le regarde avec mes yeux et on peut trouver la solution ensemble. Et ça m'aide beaucoup et ça me plaît. Comme ça, j'ai un travail diversifié et pas statique, toujours le même. Donc, comme ça, ça me va. Et tu peux aussi te permettre à faire un voyage d'études et t'absenter sans que... Oui. Sans que la mine s'écroule. Oui, c'est ça. Oui. Et aussi me ressourcer avec des autres informations. Oui, t'inspirer. Oui. Voir comment et se avec passe de nouvelles ailleurs. relations, ça c'est très important. A little Wonder Woman, I would say. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, j'ai une question encore. Donc, en principe, je reviens au musée Ferrum. Tu peux te rendre à pied du musée des Mines au musée Ferrum à Tétanche en traversant une des plus grandes mines à ciel ouvert qui ont été exploitées ici au Luxembourg. Tu avais dit déjà que vous aussi vous présentez quelques pièces à l'extérieur. Mais comment est-ce que vous intégrez en tant que musée national des mines ces zones de mines à ciel ouvert si proches de votre musée dans votre concept, ou est-ce que vous ne les intégrez pas du tout? Alors, on est dans la première phase. On voudrait en fait envisager un parcours externe, au moins des machines et qui sont exposées. Aussi avec des panneaux, explications. Donc, c'est tout un concept... c'est pas aléatoire, mais on va le créer et le mettre à jour. Voilà. Ça d'abord. Et un deuxième, on a aussi une nouvelle visite elle est en phase de démarrage. Ça s'appelle visite Outbierge. Et en fait, c'est une visite à pied à l'extérieur qui n'empêche non plus la rentrée dans la mine, parce que nous, on peut créer tranquillement des groupes, et il y a notre guide qui fait tout un parcours dans le Outbierge, qui est si proche. Qui est juste de l'autre côté de la rue principale. Oui. Exactement. Oui. Ça prend 2-3 heures, ça dépend de la marche. Et c'est très intéressant aussi pour les visiteurs. Et c'est un point fort en été. Parce que si le temps le permet, on pourrait profiter et combiner les deux visites. Éventuellement, le proposer aussi. On peut même arriver au Monument national des mineurs sur l'autre côté, non? Si on continue. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose à envisager. Mais visite Outbierge, elle est déjà... On est dans la première phase. On attend juste les demandes des visites. Mais ça, oui, on va le faire. Et comme j'ai dit, on doit aussi aménager la partie derrière le bâtiment de l'accueil, la carrière. On a déjà
arrangé un petit peu, mais là, avec, on a un projet, un futur, il faudra bien sûr discuter avec le ministère aussi, pour créer une zone plus conviviale et exploitée au mieux pour les visiteurs, et faire en sorte qu'il y ait un parcours sécurisé en plus. Quirky question. Raphaëla, a little quirky question pour toi. On se trouve ici à côté d'une solide grande table où tu disais que vous faites des apéros, des événements. Si tu pourras créer ton dream event ici, dans la mine, qu'est-ce que ça sera? Carte blanche. Peu importe combien ça coûte. Hein. Ah ouais. Oui. Ouais. Je pense, je dirais, une combinaison entre concert et agape. Bien sûr que ça dure plus que ça pourrait être prévu dans une mine. Normalement, on ne peut pas dépasser 2 heures, 3 heures. Déjà, éventuellement, avec une possibilité d'avoir des toilettes dans la mine, c'est que déjà, entre parenthèses, c'est pas possible. Mais moi, c'est mon dream, comme tu dis. On a une autre place exprès pour les concerts dont on a fait des concerts, mais pas d'une telle envergure parce que, comme je dis, c'est un limite de nombre de personnes. Mais je dirais un bon concert, genre comme la Francophonie avec David Guetta ici. Pourquoi pas? Un set. La poussière, elle va peut-être remonter un peu. Oui, voilà. On n'a pas besoin de créer la fumée, on a déjà la fumée avec la poussière. Super, donc est-ce qu'on peut venir au quiz? It's quiz time! Alors, avec multi-choice. Comme ça, c'est pas si compliqué. Ok, super. C'est bien. C'est easy, surtout pour qui est luxembourgeois. Hein. Mais je pense que tout le monde le sait. Alors, on y va? Yes. Go. Ouais. Que veut dire minette? A. Mine de fer. B. Petite minerai. C. Femme du mineur. D. Petite caillou. J'aime bien le C, mais... J'ai encore un F, moi, mais bon. Ah bon? Oui, j'ai appris ça en faisant en disant une bêtise une fois. Ah, oui. C'est quoi le F alors? Si on peut le partager. Non, on peut pas le partager. Ok. No, it's not parentally advised. Ouais, c'est un podcast du coup qui serait interdit au moins de 18 ans. Bon, je crois qu'elle n'était pas très difficile cette question. Hein. Oui, je voulais être sage parce que... Mais quand même, j'ai... Vas-y, Yann. Je crois que c'est le B. Hein. Do you agree, Delphine? B. Le B, c'était petit minerai. Oui, moi je pense que c'est petit minerai. Oui, c'est ça. Oui. Yes. Ouais. Et vous savez pourquoi? Ça, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi il s'appelle... pourquoi l'étymologie du mot? Pourquoi, en fait, il est lié aux minettes, aux petits minerais ou petites mines? Tell us, please. Probablement. Je crois que c'est à cause de la teneur de fer dans... Bravo, oui. À la dans les faible roches. teneur du fer, du minerai de fer, au Luxembourg, en fait. Même s'il y avait une autre production, mais la teneur, c'était très basse. Bravo. Bien. Grazie. OK, deuxième. Yes, ready. Alors, quelles sont les couches principales au Luxembourg? On parle du terrain minier. A. Merci pour la précision. Oui. A. 5 couches. Rouge, jaune, grise, noire, verte. B. 4 couches. Jaune, grise, rouge, verte. C. 6 couches. Violet, jaune, grise, noire, rouge et verte. Ou la D. 3 couches. Grise, noire et verte. Là, on parle du Luxembourg, pas de cette mine. Hein. Delphine. Oh là là. Bah, ça, c'est vraiment technique. C'est B. Pour moi, tout minerai de fer est rouge, non? Delphine? Là, je sèche.
Je crois que 5. En tout cas, il n'y a pas de violet. T'avais une à 5, non? Oui, c'était Oui. B, non? La B, c'est la 4. Ah, 4 là, couches. c'était A, alors. Bravo, Oui. c'est la A, correct, tous les deux. En fait, ce sont 5 couches au Luxembourg. Donc, rouge, jaune, grise, noire et verte. Mais il faut avoir ici- un peu d'imagination pour distinguer les couleurs, vraiment. Hein. Nous, on a trouvé le minerai et en fait, c'est bien évident. Bien sûr, avec le temps, l'aperçu de la couleur change. Dès qu'il y a de l'oxydation du Exactement. minerai, oui. Oui. Et après aussi, si c'est à l'extérieur. Ici, par exemple, dans la mine Wallert, on a juste la rouge, que c'est la supérieure et l'inférieure, et c'est plutôt à l'extérieur qu'on le voit. Vous savez, l'été rouge, vraiment la rouge. Mhm. La rouge, voilà. rouge. Hein. La jaune, c'est la principale, et après la grise. La grise est la moins exploitée, mais c'est la plus évidente ici dans la mine. Vous voyez là, là derrière. Ouais. Ah oui, là, on voit bien juste derrière nous. Voilà. J'ai voulu choisir ces deux questions parce que ça concerne la géologie déjà du Luxembourg. Et l'autre, c'est la traduction. Tout le monde dit minette, minette, on Oui. est du sud, minette, minette, ça veut dire quoi? Ou l'autre, c'était aussi minestap. Ça veut dire quoi, minestap? Ça, c'est une troisième question. Et après, j'ai Delphine, terminé. Alors, être un ou une minute stop, Mhm. qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que c'est simplement une personne qui vient d'ici, non? L'habitant du Vraiment. minette. Mais Ouais. celui qui est né alors du coup. Oui, Voilà. pas résident, mais Oui, c'est vraiment ça, né né. ici. Ah, moi, j'ai cru que ça avait peut-être encore une autre signification. C'est-à-dire Non, comme tu posais ça la veut question dire- maintenant, qu'il y avait encore quelque chose qui se Ah, cachait là derrière. Après, tout ce qui ça en genre avec les clichés de quelqu'un qui a la langue von der Langue Option, Oui, c'est quelqu'un qui Et là, le parle Schlag librement, Mixot, hein. un ancien schlag mixot. Oui, Il y a plein de préjudices. Et juste pour Et du revenir sur ta deuxième question, Raphaëla, et sur la géologie de la minette, je profite pour faire déjà un peu de publicité. Pour dimanche 6 octobre, il y aura un tour sur les traces de la géologie du minette et de la formation de la minette au Gielebotto qu'on va organiser en tant que réserve de biosphère, ensemble avec le géoparc UNESCO du Möllerdal dans le cadre de la Journée mondiale de la géodiversité. Donc, vous trouvez tous les détails sur notre site web. Intéressant. Merci. Et on fait ça à l'extérieur pour vraiment bien pouvoir visualiser les différentes couches et expliquer la formation des différentes couches de minerais de fer qu'il y a ici dans le sud. Ok, alors ça tombe bien, ma question. Ah oui. Et puis, le botta, il y a peut-être aussi la couche jaune, non? Peut-être. Tu nous accompagnes et tu verras. Merci Raphaëla pour cet entretien très 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 sympa. Et est-ce qu'il y a encore pour le mois d'août et septembre de grands événements qui s'annoncent ici à l'intérieur ou à l'extérieur de la mine vous organisez? Non, on reste sur nos visites et activités normales. Donc, ça veut dire visites guidées individuelles et aussi groupe. Et je voulais juste faire un petit détail qu'à part les visites groupes et interactives, nous, on propose aussi les visites digitales. Donc, les groupes ils peuvent réserver pour au maximum 15 personnes une visite digitale, ça veut dire avec des tablettes. Ils rentrent dans la mine et ils peuvent scanner avec une tablette que nous, on donne des QR ou des silhouettes qui sont emplacées dans certains coins. Et C'est les bonhommes sont les bonhommes ou les machines. Les machines là Voilà. sur les murs. Alors, les gens, ils scannent et se déclenchent en mode virtuel, high reality, l'histoire de la mine présentée en mode numérique. Voilà. Donc, c'est pas authentique comme un guide qui est présent vis-à-vis, mais ça pourrait être intéressant pour des groupes qui veulent faire quelque chose de différent et aussi pour des adolescents ou pour des enfants. C'est un projet il est parti en 2018 et on l'a mis en place, ça fait 1 an
plus ou moins. Ça a pris beaucoup de temps, grâce aussi à l'aide de la ville de Romelange et du ministère. Et moi, vraiment, j'aimerais bien mettre un accent là-dessus parce que je voudrais... Ça rend quand même... C'est un endroit différent. On n'imagine pas vraiment utiliser une tablette et créer quelque chose différent de l'ordinaire, quoi. Très très bien, alors on vous conseille de venir faire visite, soit la visite guidée traditionnelle, soit la visite virtuelle. Digitale. Et si tu as encore un peu de temps, tu nous fais la visite digitale ? Pourquoi pas ? On doit juste ressortir, prendre la tablette. On fera ça. Hein. Et nous, on vous quitte ici sur ce. On vous donne rendez-vous au dernier vendredi du prochain mois. Merci Raphaëla pour ton temps. Merci à vous et à tout le monde. Merci Raphaëla. Merci bien. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.